simplement, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire un survol. Ce qui m'a été demandé pour cette fin d'après-midi, pour cette conférence, c'est de mettre en perspective tout mon travail depuis les années 70. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Étant donné que j'ai commencé à exposer, j'avais 20 ans, 21 ans. Tu peux même parler de mon enfance si c'est nécessaire. Et alors, je vais d'abord effectivement dire que quand même, je suis né dans une famille d'artistes. Mon père est sculpteur, ma mère était peintre. Et en fait, ça m'intéressait beaucoup. C'est venu très rapidement cet intérêt pour l'art, mais il se trouve que dès l'âge de 15-16 ans, chez moi, on était abonné à une revue télévisuelle qui s'appelait Art. Dans Art, on avait sur les unes du journal tous les grands événements artistiques de l'époque. Je me souviens de l'exposition Yves Klein, par exemple, que j'ai visité d'ailleurs avec mon père et qui m'avait énormément impressionné. Alors, j'ai fait mes études de Beaux-Arts à Paris, à une époque extrêmement particulière, qui était 1967-1968, donc la Sorbonne, je l'ai connue dans des circonstances très très différentes qu'aujourd'hui. Voilà. Et alors, il se trouve que mon travail a commencé bien avant que j'expose, parce que c'est à peu près en 1965-66 que j'ai vraiment commencé à voir tout l'intérêt qu'il y avait de consacrer sa vie à quelque chose qui semblait complètement sans limite. Et quand on est adolescent, on a beaucoup des choses qui sont imprévues et sans limite comme ça. Et en fait, là, ça a été quelque chose qui tout de suite a commencé à m'intéresser, mais par un biais très différent. C'est-à-dire, c'était la musique. Et principalement, à cette époque-là, la musique pop. Et alors, quand j'étais au lycée de Sèvres, avant de rentrer aux Beaux-Arts, un jour, on a eu une conférence organisée dans le cadre d'un colloque qui avait lieu tous les ans. Et on est arrivé, comme moi, je suis là de cette femme, Pierre Bastani, qui était accompagné de Armand. Et Pierre Bastani a présenté les nouveaux réalistes, que vous connaissez tous, c'est Marcel Rey, c'est Tim Lely, c'est Raymond Reims, César. Et puis, il a fait le lien entre Marcel Duchamp et l'actualité des nouveaux réalistes. Et c'est comme ça que j'ai aussi compris qu'il y avait quelqu'un qui avait joué un rôle intermédiaire entre ces deux périodes de l'histoire de l'art. C'était un artiste qui est très intéressant, qui avait fait une série d'œuvres qui s'appelle L'aventure de l'objet, qui s'appelle Camille Brienne. Et en fait, en 1966, j'ai lu un texte des entretiens de Marcel Duchamp avec Pierre Cabane. Alors tout de suite, cet artiste, parmi tous les autres artistes que je connaissais déjà, il a commencé à m'intriguer énormément par le fait que j'ai tout de suite compris qu'il était très différent de tous les autres. Mais à l'époque, il faut le dire, il n'était pas du tout aussi célèbre que maintenant. Alors, je vais commencer à parler des images que je vais faire défiler. Certaines fois, ça va aller assez vite parce que j'ai sélectionné beaucoup d'images, mais de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte de comment un travail il évolue. Alors au début, le moment où il a été repéré, c'est à l'apparition d'un mouvement artistique qui a fait énormément de succès, d'audience, après les hyper-réalistes américains. Bon, alors moi j'ai exposé au moment où, au CNAC, à Paris, en 1972, il y a eu cette grande exposition. Et les tableaux que je vais vous montrer, là, comme celui-ci, qui date de 1972, qui s'appelle Travaux, ce sont des œuvres de très grande dimension, ça va pour moi très grande. Ça fait 135 par 273 cm. Et c'est sur deux plans, c'est une construction où il y a toujours dans mon travail la présence du verre. Le verre, là, par exemple, il s'interpose entre ce que vous voyez qui est peint au fond et ce qui est devant, et que l'on ne voit pas, d'ailleurs, parce que c'est complètement transparent, et le photographe s'est évertué à faire disparaître le reflet. Par contre, le reflet joue un rôle très important, c'est qu'il donne une échelle à la présence du regardeur dans le tableau. Alors, ce qui m'intéressait dans ce thème des travaux, c'était quelque chose qui est directement issu de mon intérêt à l'époque pour le nouveau roman, où on sait que, pour caricaturer un peu ce mouvement littéraire, il y avait une sorte d'origine, ce serait le livre qui s'appelle Les Faux-Monnayeurs, et qui raconte l'histoire d'un livre dont le thème est la création littéraire. Et alors, ce qui fait que dès le départ, dans mon travail,
plutôt que de m'intéresser à l'image et à la peinture, je me suis intéressé au processus, à la création. Et alors, il n'y a rien de spectaculaire qu'un chantier. Un chantier, pour moi, c'était quelque chose qui était l'équivalent du travail que je faisais en tant que peintre. C'est-à-dire que j'offrais quelque chose à voir, mais ce qui est à voir est basé sur ce qui est à percevoir et constitué d'une chose qui se stratifie dans l'espace, parce que c'est un travail extrêmement rétinien et spatial, avant de se déployer après dans des formes beaucoup plus complexes et qui vont s'approfondir de plus en plus vers quelque chose, on pourrait dire, d'autobiographie. Alors ces œuvres, elles s'appelaient Réflexion, et elles étaient disposées dans un couloir face à face, espacé environ 4 mètres, et chaque tableau existait en lui-même et en même temps reflétait celui qui était en face. Par exemple, là, on voit le tableau qui est en face, le précédent, là, et qui est donc une vitrine qui est chaulée avec ce qu'on appelle le blanc d'Espagne. Et puis derrière, il y a quelque chose qui nous est privé de regarder, et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'est-à-dire que la part qui est laissée à ce qui n'est pas perceptible renforce la dimension de l'imaginaire qu'on peut y projeter. Qu'est-ce qu'il y a derrière, au fond de ces pas? Et en fait, la peinture, c'est à la fois quelque chose qui offre quelque chose, mais aussi quelque chose qui cache quelque chose. Hein. Ne serait-ce que dans le processus de la peinture qui se fait par succession de choses qui se superposent pour arriver à l'image. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déconstruit dès le début, dans cette thématique des vitrines, dans ce thème de réflexion qui s'écrivait de deux façons. Réflexion au sens réflecteur et réflexion avec un X au sens de réfléchir, au sens mental du terme. Alors ces tableaux ont été exposés à la Biennale de Paris en 71 et 73, et tout de suite après, j'ai donc exposé dans cette exposition qui s'appelait Hyperréaliste américain, réaliste européen. Mes tableaux étaient présentés à côté de ceux de Gerhard Richter. Ça vous situe le niveau qui était j'ai une photo de l'autre. Mais la seule différence, c'est que moi j'ai à peu près 15-20 ans de différence avec Gerhard Richter. Et alors ce tableau, celui-ci, que j'aime beaucoup, je le montre toujours parce que j'aurais pu montrer que celui-ci avant d'aborder des œuvres plus récentes. Parce qu'il contient presque tout ce qui va être développé par la suite et qui là se présente un petit peu comme un tableau manifeste dans lequel tout ce qui concerne l'image est résumé dans cette vitrine qui est complètement vide. On voit à l'intérieur des teillages qui semblent tenir le mur du fond. Et on voit une ligne à peine visible, qui est une ligne tracée avec un cordeau enduit de bleu. Vous savez, c'est le cordeau qu'utilisent les maçons pour faire les mises à niveau. Et ce cordeau, cette ligne a une particularité d'être un trait instantané. Traditionnellement, quand on fait un trait en dessin, on part d'un point A à un point B, on a une durée. Tandis que le dessin décoché, cette ligne, elle se fait un petit peu comme si on décochait une flèche. D'ailleurs, on déclenche des flèches et des traits, quand on manipule une arbalète. Et alors, de chaque côté, ce que l'on voit, ce sont les parties qui sont faites en miroir, parce que c'est encore une fois une construction. Devant, on voit poser au sol une représentation, une sorte de planche, qui se trouve reflétée dans un miroir qui la brise en trois. Bon. Et puis au-dessus, sous le fronton il y a ce mot iceberg. Alors l'iceberg, pour moi, c'était la définition même de mon rapport au réalisme. C'est-à-dire, ce que l'on peint, c'est la face qui est visible de l'iceberg. Mais le travail du réel, il doit tenir compte de ce qui n'est pas visible. Et en fait, cet aspect-là va devenir une des données les plus importantes au départ dans mon travail. Alors, je dois dire aussi, et il faut que j'insiste là-dessus, c'est que quand on fait un travail artistique, on a toujours un point de départ qui est les œuvres d'autres artistes qui nous ont précédés. Moi, il y a une œuvre qui m'a marqué dans mon enfance, ça a été la présence de mes parents qui m'avaient collé ça dans ma fiche. Ce n'est pas une affiche, c'était une gravure, une très belle gravure, faite de la Mélancolia d'Albert de la. Alors, je fais partie d'une génération, il y a qu'on voit, on ne mettait pas des photos de footballeurs dans sa chambre.
accentuer la mélancolie naturelle. Alors ce tableau, cette gravure a joué un rôle très important parce qu'elle était absolument incompréhensible, mais a conservé son pouvoir de fascination, mais pendant toute ma vie, et encore maintenant, elle est toujours dans une chambre, et elle est toujours là comme étant un point de repère de quelque chose qui a commencé là. Mais il y a eu aussi la rencontre avec le fameux tableau de Marcel Duchamp qui s'appelle Le Grand-Père, la mariée des Samuels. Et cette œuvre, elle m'a littéralement marqué tout de suite, parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans cette œuvre qui était particulier. Et alors, pour expliquer en fait le cheminement de mon travail, quand j'avais 21 ans à peu près, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes qui avaient mon âge maintenant, c'est-à-dire qui avaient environ 70 ans. Et ces artistes étaient Jean Hélion, Manieli et Manin. Et j'ai rencontré ces artistes, j'ai visité leurs ateliers, et la rencontre la plus déterminante, c'était celle de Jean Hélion, qui était un peintre qui était extrêmement fameux à une époque, qui était un des grands maîtres de l'abstraction dans les années 30, ami de Mondrian, et qui a fait une gloire considérable aux États-Unis. Dans tous les musées américains, vous avez des œuvres de la période abstraite de Jean Hélion. Et dans cette première discussion que j'ai eue avec lui, je lui ai posé une question. Et c'était la même question que j'ai posée à tous les artistes, ces grands artistes qui étaient historiques que j'ai pu rencontrer. Mais qu'est-ce que vous pensez de Marcel Duchamp? Et Lyon m'a répondu, vous savez, il n'y a pas de grande différence entre moi et le travail que je fais et celui de Marcel Duchamp. Tous les deux, nous pensons que l'art est causa mentale, chose mentale. La seule différence que j'ai avec lui, c'est que moi je crois qu'il est encore possible de faire quelque chose d'intéressant avec la peinture. Alors ça, tout de suite, j'ai compris que c'est lui qui a raison. Bien que j'avais une grande admiration pour Marcel Duchamp, j'ai compris que la fonction que pouvait avoir la peinture, elle ne s'arrêtait pas avec le résumé, elle continuait. Et alors, deuxième question que je lui ai posée, j'ai eu droit à une réponse qui a été formidable, c'était à quel moment est-ce qu'il a fait rupture avec l'abstraction, qui était une chose qui nous intéressait tous à l'époque. Parce qu'à la même époque, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi la scène américaine, le pop art, l'art conceptuel, support surface qui commençait, et tout ce territoire artistique était occupé principalement par l'idée que l'histoire de l'art, elle était univoque, elle allait du sens vers l'abstraction, et surtout pas faire un retour à la figuration. Et alors, il m'a répondu une chose qui a été formidable. Il a dit, parce que vous savez qu'à partir du moment où il y a eu la guerre, il est revenu à la figure. Mais avec une explication qui m'a été, que j'ai trouvé absolument formidable, que je me suis très souvent, elle lui disait, je n'ai pas fait retour à la figure, j'ai eu recours à nouveau à la figure pour dire la complexité du monde. Alors ça, j'ai trouvé que c'était une phrase absolument essentielle, extraordinaire, et ça correspond à cette même chose, cette même démarche que va faire Giacometti après la guerre, qui va renoncer à ce qui faisait son succès, puisque André Breton considérait que Giacometti c'était le plus grand sculpteur surréaliste, vous savez, en 1945, à peu près à cette époque-là, il fait, lui aussi, il se met à peindre des têtes personnelles, et André Breton, un jour, quand il visite son atelier, il est absolument décontenancé par ce qu'il fait, par ce qu'il voit, et il dit à Giacometti, mais tout ce que tu fais, ça n'a aucun intérêt. Alors il dit, mais comment ça se fait, ça n'a aucun intérêt? Et Giacometti répond, mais si ça a un intérêt, parce qu'on le sort, oui, parce que Breton lui dit, on sait comment c'est fait une tête. Et Giacometti répond, on ne saura jamais comment c'est fait une tête. Et à partir de il ne s'adresse plus jamais la parole. Et alors cette idée de cette rupture qui se fait par rapport à des choses, comment on réintroduit la vie par rapport à l'histoire de l'art qui pourrait s'écrire d'une manière comme une épure. Ce moment qui est de rupture, c'est fait. Moi, d'une certaine façon, j'ai pris mon travail à partir de ce moment-là, c'est-à-dire recours à la figure pour dire la complexité du monde. Et complexité du monde dans mon rapport que j'avais avec le réel et la réalité. C'est pour ça que tous les tableaux que je fais à cette époque-là mettent tous en question le rôle, quelle est la fonction du regard par rapport à la peinture.
Et alors, le tableau que je vais vous montrer, là, ça a duré 10 ans. Il y a les vitrines, il y en a à peu près 25. Ensuite, il y a une série qui s'appelle les serres. Ce sont encore une fois des espaces clos qui sont fermés sur eux-mêmes et qui sont encore une fois, une serre, c'est un peu un atelier. Vous savez, on peut créer un climat. En l'espace de 48 heures, on peut faire fleurir des centaines de fleurs uniquement en changeant la luminosité. Alors cette thématique m'intéressait beaucoup parce qu'elle introduisait quelque chose de naturel et aussi il y avait toujours ce rapport à l'espace que je retrouvais dans ce qui était à la fois montré et ce qui était caché. Là par exemple, cette serre, elle est également faite sur 2 plans. Il y a juste une petite partie au milieu à droite, là, où il y a une partie qui est découpée dans le papier. Et derrière, il y a une inclusion de verre, et derrière, on voit un tout petit peu quelque chose qui est derrière. Ça, c'est un autre dessin. Alors, tous les dessins de cette série, même format, 75 par 140 de large, et sont toutes faites sur des constructions qui associent dessin et avec du verre, et puis aussi ce flocage qui permet de faire disparaître plus ou moins l'espace. Alors cet intérêt pour l'espace, ça vient aussi du moment où j'ai faisais des études de Beaux-Arts, où je fréquentais assidûment le Louvre, et j'avais une grande passion pour Paolo Uccello, notamment ce fameux tableau qui s'appelle La bataille de San Romano. Et les tableaux de Paolo Uccello, il y a des tas d'œuvres, vous savez, notamment ce qu'on appelle les prédelles, partie inférieure. Il représente, par exemple, dans une série de tableaux, dans une prédelle très célèbre qui s'appelle La profanation de l'hostie, il représente des espaces, non pas sous la forme d'une fenêtre ouverte sur le monde, comme disait la mère de Vinci, mais au contraire comme une chambre close dont on aurait une partie qui serait là, on aurait enlevé un mur. Et alors on voit la scène. Et moi, j'avais découvert une chose, c'est qu'en peignant, lorsqu'on définit la scène, c'est comme si on définit une scène de pièce, une scène de théâtre, à partir du moment où la scène est définie, les choses se situent, se placent presque d'elles-mêmes. Ça, c'est un tableau un peu plus tardif, qui est assez grand, et qui, encore une fois, fait comme une construction. Alors, vous voyez d'ailleurs qu'on voit l'ombre qui trahit les deux montants verticaux. On voit tout de suite l'ombre portée sur le fond du tableau qui révèle l'artifice. Moi, je travaillais un petit peu sur les références à l'espace qu'on trouve dans le Teatro Olimpico. Et puis surtout l'idée qu'on pouvait accélérer la perspective en associant la profondeur, là, entre le plan avant et le plan arrière, c'est 7-8 cm, 10 cm maximum. Et puis arrive une période où, tout en faisant mon travail de dessinateur, j'avais une pratique de la photo. Et cette pratique de la photo, ça m'a amené à une réflexion qui était très très évidente et logique. C'était, pour quelle raison est-ce que dans la peinture, on trouve énormément de peintres qui ont représenté leur atelier, comme par exemple Benito Velázquez, qui a des tableaux qui nous fascinent le plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il représente son atelier. Alors je vous recommande d'ailleurs le livre de Michel Foucault, où il analyse le tableau, et là on comprend qu'avant d'avoir lu ce texte, on n'a pas lu le tableau. Parce que là, le texte de Michel Foucault est une quête de qu'est-ce que c'est que regarder, analyser l'œuvre qui est absolument stupéfiante. Et alors, la rencontre avec la photo, c'était d'abord travailler moi-même, tout en étant principalement dessinateur et puis aussi peintre, mais surtout dessinateur. La pratique de photo, c'était une sorte de laboratoire que je pratiquais pour faire ma propre documentation. Et puis, je suppose que vous connaissez tous ce film qui m'a énormément intéressé, qui est un peu antérieur à l'époque où je fais ces dessins, qui s'appelle Chambre Noire, son nom de 29. Je commence à faire ces dessins en 75, 74, je ne sais plus exactement. Non, c'est plus tard. Excusez-moi, c'est 77. Et alors, 10 ans avant, il y avait un film qui était paru, que j'avais vu d'ailleurs dans un cinéma à Odéon, d'Antonioni, qui s'appelle Blow Up. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est un film absolument extraordinaire, parce que ce film, dans cette fiction qui est développée comme ça, il y a tous les problèmes de l'image qui se passent. Et surtout, la relation que l'on fait entre la photo, qui était un acte mécanique, qui soi-disant est une possibilité de capter de manière objective la réalité,
Ce que le film démontre, c'est que justement, la photo n'atteste absolument pas d'une réalité qui serait à l'origine d'un cliché. Pour autant, il y a toute une interprétation qui se fait par le fait que l'image, elle porte un doute sur sa lecture, sur les éléments qui la constituent. On peut la voir comme un élément abstrait, et par moments, dans ces éléments physico-chimiques, on voit apparaître des choses qui sont plus seulement ce qu'on croit voir, mais aussi des choses qui sont laissées à l'interprétation un petit peu comme, je pense à Victor Hugo, quand il se servait des tâches pour trouver des éléments qui allaient à l'origine d'apparition de figures. Bon. Et alors, cette série de 29 tableaux, j'ai voulu qu'elle corresponde au nombre de phases dans la Lune. C'est-à-dire que là, ces tableaux, ils étaient basés sur le fait que j'allais parcourir en 29 dessins, tous le même format, 75 cm par 75. Il faut que j'explique que ces dessins sont faits à la plume atome. C'est-à-dire que c'est la plus petite plume qui existe, et pour chaque dessin, c'était 1 mois de travail pour saturer la surface par toutes ces lignes. Ce qui fait que d'une certaine façon, l'espace noir que l'on voit se forme une surface, c'est surtout une quantité de temps qui est investie dans la réalisation d'une œuvre. Alors ça, c'est lié à une chose aussi qui m'a beaucoup intéressé, parce que la photo, je m'y suis intéressé au moment où j'ai commencé à peindre. C'est-à-dire, j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé au XIXe siècle, au moment de l'invention de la photographie parmi ces formières. Il se trouve que je suis né à 25 km de la ferme du Gras, où a été inventée la photographie. Et je ne sais pas si c'est lui qui disait ça, et c'est une phrase qui m'a toujours énormément plu et que je cesse de me la remémorer. M. Fornel disait absolument, moi je veux faire de la photographie, c'est-à-dire écrire avec de la lumière ou dessiner avec de la lumière. Il disait, je voulais que la nature fasse son contraire. Alors ça, c'est une chose extrêmement importante, c'est-à-dire que ce qui se passe au XIXe siècle, c'est la photo va incarner, va prendre le relais du rôle qu'avait la peinture dans son rôle de mimétisme. C'est-à-dire qu'on ne va plus confier au peintre le soin de faire des portraits de famille, la photo va le faire mieux. Par contre, la photo, la peinture va se libérer de l'image pour accéder à la spécificité du langage pictural qui s'est épanoui d'une manière absolument extraordinaire par l'abstraction. Et il y avait une autre chose aussi que j'avais lue à l'époque, parce que chaque fois que j'abordais un thème, je me plongeais dans l'histoire de tout ça. Alors, je trouve que la ferme du Gras, c'est pas loin de Beaune, c'est l'endroit où descend Étienne Jules Marais, vous savez, qui est un scientifique qui se défendait d'antarchisme et qui est certainement un de ceux qui a eu le plus d'influence dans la peinture, ne serait-ce que pour le nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp. Et alors, Paul Virenio avait fait un essai sur la photo où il disait que, et ça c'est très très juste, la photo c'est plus une prise de temps qu'une prise de vue. Alors, là je vais vous montrer une série d'œuvres qui font partie de cette série. Je dis il y en a 29, je ne vais pas vous les passer les 29, mais alors par exemple, dans cette série de dessins, si vous voulez, ce que j'aborde, c'est à la fois l'idée que cet atelier, l'atelier du photographe, pour moi, c'était l'atelier effectivement du photographe, le lieu dans lequel s'élabore à tâtons des images. Vous savez que quand on travaille sur ce qu'on appelle une lumière inactinique, mais principalement les choses se font dans quelque chose de la lumière totalement interdite d'exister. Et alors cette fonction de l'obscurité comme étant le lieu de naissance de l'image, je l'ai mis en relation avec l'espace mental dans lequel les images s'élaborent avant d'exister et avant d'apparaître par le dessin ou par un projet ou par une idée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce travail, car ça a été vraiment une expérience qui est dans un rapport au temps investi et considérable. Par exemple, encore une fois, ce dessin est toujours fait avec la même technique, c'est la plume bateau, la plus fine. Et pour arriver au bras, c'était des dizaines d'heures pour arriver à saturer l'espace. Et on voit, lorsqu'on agrandit l'image,
s'approche du dessin, on voit des milliards de petites poussières, un petit peu comme s'il y avait encore des photons qui subsistaient dans cet espace obscur, de ces chambres obscures. Et puis là, par exemple, c'est un des éléments que se fixe l'image photographique. C'est, encore une fois, là, c'est presque quelque chose qui a disparu de la culture technique. Puisque maintenant, le numérique a fait disparaître l'espace de la chambre noire. Ça, c'est un je ne sais pas si vous expliquez ce que c'est un film suspendu en train de sécher. Et en fait, dans le noir, comme c'est une matière qui absorbe la lumière, en fait, c'est quelque chose aussi qui évoque le travail d'un artiste que j'aimais beaucoup à l'époque. Maintenant, c'est Barnett Newman. Là, c'est les cuves dans lesquelles l'image se révèle. Vous savez que dans les opérations de la photo, presque toutes les phases peuvent être prises à double sens. Il y a la prise de vue, il y a l'insolation, il y a la révélation, il y a la fixation, il y a le glaçage, tout ça. Alors, tout ça, c'était intéressant, tout ça, c'était une manière de décrire quelque chose qui se faisait, je pense, comme une expérience de pensée. D'ailleurs, j'ai oublié d'expliquer ça. C'est que je suis très attaché à l'idée qu'en fait, les idées, elles naissent pas par rapport à des choses qu'on leur rencontre. Elles sont liées à des choses que l'on provoque. Et moi, je les provoque par des choses qui sont suscitées par des rencontres, par le hasard, par l'intuition, par l'inconscient, et qui se rencontrent comme des expériences de pensée. Alors les expériences de pensée, il se trouve qu'ensuite elles vont développer un territoire qui va permettre d'enclencher un travail qui va se faire sur des très longues périodes. Alors là, la série des Chambres Noires, elle a duré 4 ans à peu près. Mais par contre, il y a certaines, vous allez voir, ce que je vais vous montrer après, il y a des choses, elles ont mis 50 ans à devenir opérantes dans notre travail. Oui, j'ai quelqu'un qui fait. Oui, parce que je précise que j'ai commencé à 20 ans, mais j'ai 73 ans. Voilà, alors ça c'était la dernière image. C'est le moment où la lumière rentre dans la chambre et il y a l'apparition de quelque chose qui est la lumière solaire. Bon. Alors la lumière solaire, il se trouve que la lumière, c'est quelque chose qui est très très intéressant parce que sur un plan physique, vous savez que la lumière du soleil, elle met 8 minutes à nous parvenir. Bon. Et en fait, les premières fois où on a observé les conséquences de la lumière, autres que les rayons qu'on recevait, c'est lorsqu'on a inventé ce qu'on appelle la coronographie. C'est-à-dire un disque qui obstrue le disque solaire de telle façon qu'on ne voit que la couronne. Alors dans cette œuvre-là, qui s'appelle Flamme solaire, observatoire, il y a 24 dessins qui ont tous le même format, que vous pouvez voir là, qui sont réalisés sur verre préparé avec du noir de fumée et dessinés avec du graphite. Ce graphite, il a la particularité, et par le dispositif circulaire, c'est que lorsqu'on se déplace à l'intérieur de la pièce d'exposition, cette œuvre appartient au fractal. Elle fonctionne comme un daguerreotype, c'est-à-dire qu'il faut chercher une conjonction entre ce qui est dessiné, ce qui éclaire le dessin et le regardeur. C'est-à-dire que c'est une relation triangulaire qui s'effectue. Et par exemple, selon la place où on se situe, dans ce dispositif qui nous entoure, les dessins peuvent complètement disparaître ou alors apparaître, comme c'est le cas ici dans cette image, en réfléchissant la vraie lumière. Alors, la flamme solaire, elle a été réalisée pas du tout à partir de documents d'astrophysique, mais je peux dire que l'idée est venue le jour où j'ai visité le palais de la découverte. Et d'un coup, je suis entré dans une salle où il y avait des clichés qui représentaient des flammes solaires. Et tout de suite, je me dit, c'est incroyable, on dirait des raclures de peinture. Hein? Sauf que ces raclures de peinture, elles sont des milliers, des millions de kilomètres, et c'est la manifestation de la lumière. Alors, j'ai en fait, pour réaliser ces dessins, qui sont au nombre de 29, sur des cartes de visite avec un Bristol et de la peinture, j'ai fait des raclures de peinture, et en fait, je me suis servi de ces raclures comme étant des documents, comme si j'observais avec une lunette un document d'astronomie que j'ai reproduit très très fidèlement. Et le graphite
qui est une matière qui est brillante, qui brille si on l'estompe, on peut la rendre brillante, et alors ça lui permet d'apparaître ou disparaître selon la position que l'on prend par rapport à elle. Et ça, ce qui m'a intéressé beaucoup, et c'est là où arrive effectivement ce qu'a dit tout à l'heure Yann Thomas, c'est-à-dire c'est là où arrive dans mon travail le phénomène. C'est-à-dire que le phénomène, c'est quelque chose qui permet, la différence de la trace, c'est que la trace, elle est pérenne. Le phénomène, il doit se reproduire dans l'instant où il apparaît. Si on allume la lumière arrive, elle produit une onde. Si on éteint, elle disparaît. Alors ça veut dire qu'il y a une relation au présent. La relation au présent, là, c'est le regard qui change selon la position que l'on prend. Alors cette notion de positionnement, c'est quelque chose qui est très important parce que justement, c'est ce qu'il y avait aussi dans les vitrines. C'est-à-dire les vitrines, on voyait l'accommodation du regard quand on est dans la rue, on peut voir ce qu'il y a derrière la vitrine, dans l'espace du magasin, ou alors on pourrait s'en servir comme un réflecteur, se regarder dedans. Et ça m'a toujours beaucoup intéressé, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ce fameux tableau des bénis de Velasquez. Alors là, par exemple, on va faire un saut un peu plus rapide sur des œuvres qui sont faites selon un procédé de ce que j'appelle des dessins instantanés. Ça, c'est une œuvre que j'ai faite en 92, donc par rapport aux chambres noires, vous comptez, ça fait presque 15 ans, presque 17 ans. Alors ces dessins, ils sont au nombre de 92 aussi. On va penser à ça. Et alors ils sont tous faits avec un procédé qui est directement inspiré de ce que j'ai raconté tout à l'heure. C'est là où il y a un retour avec le cordeau enduit de pigments bleus. Vous avez déjà vu dans les rues les maçons quand ils font ça. Ils font ça sur des trottoirs, dans les chantiers. Avant qu'il y ait des lasers, on prenait une cordelette et avec cette cordelette, on décoche une ligne. Bon. Moi, j'avais fait des dessins sur des cartons qui étaient scarifiés avec des petits sillons. Et alors, un jour, il y avait un de ces dessins qui était fait sur verre, qui était enduit de toutes sortes de vernis, que j'avais scarifié, enduit de pigments, qui était posé. Et alors, il y a eu un courant d'air, et le dessin en l'air, il est tombé à plat sur ma table. Et j'étais persuadé que le dessin, il s'était étalé. Alors, j'ai soutenu tout doucement le dessin, et alors là, qu'est-ce que j'ai vu? Comme une révélation. Le dessin, il était parfaitement reproduit sur le blanc de ma table. Et je me suis dit, j'ai trouvé le moyen de faire des dessins instantanés. C'est-à-dire que chaque dessin, la matrice, comme dans la gravure, je peux passer des jours à le faire, mais par contre, le moment d'apparition, c'est une fraction de seconde. Alors, cette réflexion sur le temps, elle a coïncidé avec quelque chose qui a été très important, qui a même été une rupture dans mon travail. C'est une visite que j'ai faite en 1980 en Inde, après avoir fait une série d'expositions à la Fondation Math, quand j'avais 29 ans, et puis à l'Arc, le musée d'art moderne de la ville de Paris. Le frère de Suzanne Nager, qui s'occupait de la femme, m'a dit, eh Arnaud, est-ce que vous avez vous propose de faire un workshop en Inde? Moi j'ai trouvé ça absolument génial. On fait des expos, on propose de voyager. Je suis parti là-bas, j'ai vécu pendant 1 mois. Et en fait, j'étais un peu obligé de travailler, parce que je n'étais pas invité pour aller me balader, j'étais invité pour travailler. Mais je me dis, qu'est-ce que ça veut dire faire 13 000 km, de se retrouver et faire les mêmes choses qu'on fait. Et en fait, j'ai presque rien fait. Mais par contre, j'ai visité 2 lieux absolument extraordinaires qui s'appellent les jardins astronomiques de Delhi et de Jaipur. Et ces jardins astronomiques, ce sont des constructions faites au XVIIIe siècle par le Maharaja Jai Singh II et qui consistent à faire des architectures qui n'ont d'autre fonction que de produire des ombres portées. Des ombres qui permettent de faire des mesures du temps par projection de l'ombre, mais pas seulement l'ombre du soleil, mais aussi celle de la lune. Et alors, cette réflexion sur le temps, alors là, c'est là où d'un seul coup, je me suis rendu compte que je rentrais dans vraiment une phase complètement expérimentale pour moi. J'avais travaillé pendant 10 ans sur quelque chose qui était un peu comme si on dilapidait un héritage artistique, c'est-à-dire mes connaissances,
mon intérêt pour l'histoire de l'art, les citations qu'on peut faire. Et puis là, d'un seul coup, on rentre dans une phase expérimentale. Alors là, la phase expérimentale, je ne vais pas vous la détailler parce que ça prendrait trop de temps, mais par contre, je vais vous montrer des séries d'œuvres qui vont en découler. Alors simplement, là, je vais aller un peu plus vite, je vais vous montrer des œuvres qui vont s'enchaîner. Celle-ci, donc, s'appelle Constellation. Elle est faite de 92 éléments, faite avec du pigment de couleur, du graphite, du sable coloré, des poussières de cuivre, des poussières d'acier. Voilà. Alors ça, par exemple, ce dessin, il s'inspire beaucoup des choses que j'avais vues en Inde, les fameux jardins astronomiques, qui sont donc des architectures qui n'ont d'autre fonction que de vous offrir la possibilité de faire une expérience sensible du temps. Alors cette notion de temps, elle est par le biais de la lumière et par le biais des ondes, c'est très intéressant parce que Léonard de Vinci en parle. Il dit une chose qui m'a toujours fait énormément réfléchir. Il dit, Léonard de Vinci, dans un texte, il dit « Jamais le soleil ne voit l'ombre ». Pas mal. Et puis une autre chose, il dit « L'ombre m'attire du lointain ». C'est-à-dire que dans l'expérience de la déambulation dans le jardin, ce que l'on peut faire, c'est qu'on marche sur quelque chose qui est là, ici et maintenant, mais dont le phénomène qui le produit est à des millions de kilomètres. Alors cette expérience, encore une fois, physique de la déambulation dans ce jardin, c'était pour moi une déflagration intérieure. D'un seul coup, je me suis dit, c'est pas possible que des gens ont fait ça il y a 3 siècles. Et vous savez, ça s'est arrivé, certainement, en rencontrant certaines œuvres, j'aurais aimé faire ça. Et alors, surtout, c'est que sur le moment, je n'ai pas compris grand-chose. Et alors, c'est en lisant le livre de Michel Serres, qui s'appelle L'origine de la géométrie, que j'ai compris, pour Michel Serres, le début de la science, c'est la mesure de l'ombre. Et l'ombre étant le vecteur de la lumière qui permet de faire des mesures par déduction et des mesures de temps, mais aussi des mesures sans géométrie, etc. Alors cette œuvre-là que je vous montre est une œuvre très grand format. Elle fait 150 par 5 mètres de large, composée de 10 éléments. Elle s'appelle Horizon et elle est faite à partir de dessins qui ont été collectés sur des instruments de mesure de temps ou de poids dans le musée de la Chaux-de-Fonds qui est consacré à l'horlogerie. Et ces mesures de temps et de poids, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup parce que j'étais parti sur l'idée c'est Virilio qui en parle de ça. Elle dit si la vision est soumise au corps, qui lui-même est soumis à la pesanteur, ça veut dire que le regard est quelque chose qui a une densité, qui a un poids. Et pendant un moment, je me suis lancé dans une idée complètement impossible, c'est-à-dire fabriquer des instruments de mesure du poids de la vision. Alors là, par exemple, c'est un des instruments que j'avais fait qui associe un instrument de visée. Il y a 2 disques qui s'alignent sur un dispositif qui reprend exactement le système de mise en équilibre qu'il y a sur les balances qui servent à mesurer le poids. Quand on achète sur un marché des légumes ou des fruits, c'est exactement le même principe. Sauf que les 2 disques que l'on voit, ils ont le même diamètre, et il y a, je vais aller sur la partie droite, on voit un petit oculi, et lorsqu'on glisse son œil, on s'approche tellement de l'appareil que la balance se met à bouger sur elle-même. Et alors, ce qui est l'ellipse qui est à l'oblique, c'est un cercle qui est disposé exactement à 45 degrés et qui reflète le zénith. Et en fait, ce que la construction, l'instrument, parce que pour moi, ce n'est pas un objet, ça, c'est un instrument, il associe une visée horizontale et une réception de choses qui est verticale. Et alors, c'est comme ça que j'ai tracé, en observant ce que j'appelle les aires d'oscillation, une mesure avant de s'effectuer, elle va osciller pendant un moment où elle va chercher le moment d'équilibre. Quand il y a équilibre, il y a possibilité de faire la mesure. Alors ces notions de mesure, ou ces notions aussi elles vont aussi s'amplifier par des choses qui sont basées sur quelque chose qui est beaucoup plus spatial, comme par exemple celle-ci, cette œuvre est une installation. Les installations, ça a commencé il y a longtemps,
mais elles n'étaient pas exposées. Je les construisais dans mon atelier, dans le but de les dessiner, de les peindre, mais à un certain moment, elles sont devenues autonomes. Comme celle-ci, elle s'appelle le fil d'alerte. Alors le fil d'alerte, vous savez, c'est le nom qui relie le fil de l'araignée à sa toile. Alors le fil d'alerte, il est basé sur quelque chose qui a été l'idée de départ, c'est que j'avais reçu la commande de faire une œuvre pour un lieu très particulier qui s'appelle la poudrière du fort Vauban, qui est à Belle-Île-en-Mer. Et cette poudrière, c'est une demi-sphère, complètement parfaite comme ça. Et quand on est au milieu de l'espace, quand on respire, quand on parle, on s'entend comme si vous étiez en train d'écouter vous-même. Et alors, ce que j'ai eu l'idée de faire, c'est que là, la construction, elle tente de figurer ce qu'on appelle des points de nuit. C'est des moments où, à certains endroits, on capte des choses et d'autres non. Et tous les objets qui sont là, qui sont suspendus, qui sont déposés sur le sol, ont tous un rapport avec le son. Alors ça peut être des diapasons, ça peut être des haut-parleurs, ça peut être des maillotches qu'on utilise pour taper sur des cymbales, il y a aussi des ventilateurs. Et alors tous ces éléments sont disposés sur des câbles et sur des fils tendus qui fabriquent une sorte d'immense dessin dans l'espace. Alors la notion de dessin dans l'espace, ça aussi c'est quelque chose qui me permettrait aussi facilement de résumer mon travail. Vous allez voir après, il s'évapore, il devient de plus en plus, non pas immatériel, mais il va vers quelque chose qui est de l'ordre de figurer quelque chose d'indicible. Alors par exemple, cette œuvre-là, une autre œuvre qui fait partie de ce que j'appelle les dessins aussi dans l'espace, c'est une série d'instruments, parce que je n'utilise pas le terme d'objet. Le terme d'objet, pour moi, c'est lié au résumé. Moi, ce que j'aime, c'est les instruments, les outils. C'est-à-dire des choses qui ont une fonction. Et ces outils, ce ne sont pas des outils comme les autres, ce sont des outils de pensée. Et ils ont été élaborés sur une période qui a duré 10 ans, qui consistait à dessiner des choses que je pouvais observer. Alors ça pouvait être un détail d'un store en rouleur, un groom d'une porte, comment on appelle ça, un miroir aux alouettes, l'intérieur d'une cloche, une sonnette. Et puis, je les construisais en rodolite, en papier, je les disposais sur le bord de la fenêtre de mon atelier, et pendant 10 ans, je faisais des dessins où je relevais les projections qui étaient produites là, par exemple, parce que vous voyez, ce qui était il y avait sur la fois le contre-reflet qui est au-dessus de la table, il y a les instruments qui sont sur la table, et sous la table, il y a littéralement le dessin que je vais ensuite reprendre sous cette forme-là, c'est-à-dire que l'objet qui fait obstacle, il disparaît complètement. L'œuvre, elle existe là uniquement que sous la forme. On voit ces deux câbles qui sont posés, tendus entre deux consoles. Ces deux câbles sont séparés de 25 cm. Les petits objets qui produisent l'ombre, ils sont faits en corde à piano soudée avec des inclusions de plexiglas, et la lumière que vous voyez en haut, là, c'est une lumière rasante. Ces dessins qui font 25 cm, lorsqu'ils sont projetés contre le mur, ils font à peu près, c'est le cas ici, 2,20 m de haut. La construction, là, la largeur, ça fait à peu près 230 de large. Mais sur le plan matériel, ces objets obstacles, ils tiendraient dans une pochette, dans une enveloppe. Alors ça m'intéressait beaucoup. L'idée, qui d'ailleurs m'a été soufflée par une rencontre que j'avais faite avec le poète Bernard Noël, qui était vraiment quelqu'un que j'avais énormément, qui a disparu l'année dernière. Et quand je faisais mes vitrines, il a été un des tout premiers à faire des textes pour mon travail. Et devant des œuvres basées sur des choses de plusieurs plans, un jour il me dit « Ah, c'est dommage, l'ombre du premier plan qui se porte sur le fond révèle que ton artifice ne fonctionne pas très bien. » C'est comme ça qu'on voit que en fait, la perspective que je suis, la profondeur, elle est trahie en fait, par les éléments physiques qui sont le phénomène de l'ombre trahit l'artifice du dessin. Et il me dit cette phrase,
ce serait intéressant de faire des dessins qui ne soient que très longs. Et en fait, j'ai pris au mot. Alors ça, j'ai mis longtemps, hein, ça a mis 10 ans avant de circuler. En fait, c'est ça, en fait. Moi, le travail de l'art, ça se fait par rapport à des choses qui ont des impulsions, qui arrivent des fois, par des lectures, par des rencontres, par des conversations, où d'un seul coup, il y a une conversation peut recéler une idée que je vais essayer, et que je commence à l'identifier comme étant potentiellement devant s'intégrer à mon travail. Alors là, je commence à faire un travail systématique. Je ne peux pas vous montrer là aujourd'hui, mais j'ai une pratique du dessin quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a des dessins, des œuvres qui se développent sur 10 ans, et même plus des fois. Et en fait, c'est ce travail quotidien où je fais le verbatim de l'obsédante récurrence des idées qui sont souvent toujours les mêmes, qui reviennent, mais qui reviennent avec un très légèrement déplacement, très léger déplacement. Et en fait, petit à petit, d'un coup, qui est quelque chose, qui sont des indices qui arrivent de manière progressive et qui vont fabriquer les éléments d'une œuvre qui va pouvoir à un moment se réaliser, se constituer. Alors celle-ci que vous voyez là, elle initie quelque chose qui va être un tout autre rapport à mon travail, qui ne va pas seulement être rétinien. Tout à l'heure, je parlais de mon intérêt pour l'œuvre de Marcel Duchamp, et notamment, j'ai beaucoup étudié tous les éléments qui ont constitué la réalisation de cette œuvre, qu'on retrouve dans la boîte verte, qui a été analysée de gens sur un plan psychanalytique, sur un plan symbolique, alchimique. On n'arrête pas d'essayer de... Et en fait, Marcel Duchamp disait une chose qui m'intéresse beaucoup. Il disait, à cette époque-là, je travaillais sur 3 notions: intuition, hasard et inconscient. Alors ça, c'est absolument passionnant, parce que moi, en tant qu'artiste, j'ai compris une chose à un moment. Il ne faut pas s'intéresser aux formes qui sont produites par les autres artistes qui nous ont. Il faut s'intéresser aux choses auxquelles ils se sont intéressés eux. Parce que dans ce qu'ils ont découvert, ils ont laissé des choses qui sont encore développées. Alors, par exemple, l'inconscient, comment il est venu dans cette œuvre? Celle-ci, elle s'appelle Objet de silence. En 2000, je ne peux pas me tromper, 2008, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je visite l'atelier d'un artiste complètement inconnu. Et cet artiste, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des sculptures de silence. Et dans l'atelier, il n'y a strictement rien à voir. Mais par contre, comme c'est dans les rêves, c'est-à-dire, il y a, si vous voulez, c'est comme si tout le milieu artistique international était en train de bruisser de cet événement où, après ce que faisait cet artiste, ces sculptures, plus jamais l'art ne serait pareil. Bon. Alors, au réveil, je me souvenais parfaitement du rêve, mais je me souvenais surtout qu'il n'y avait rien à voir. Alors, j'ai commencé à noter le rêve. Et je me suis dit, ça c'est mon truc, ça c'est un rêve. Et il ne s'est pas passé 48 heures avant que j'enclenche le processus. Et bien, je dis, ouais, moi je vais venir, je vais les faire, les sculptures de silence. Et en fait, c'est 2-3 ans après, un jour j'étais dans un studio d'enregistrement, on est en train de faire un montage. Alors, je devais commenter une œuvre et je ne devais pas dépasser 1 minute. À chaque fois, le preneur de son dit, bon, on va recommencer. Et puis au bout de la 3e fois, il dit, bon, écoutez, on va travailler d'après ce que vous avez dit, mais on va réduire ce que vous avez dit à des sonogrammes. Vous savez ce que c'est que des sonogrammes? C'est-à-dire qu'il a parlé de fonction, il y a des logiciels. Et à un moment, dans ce que je disais, j'utilisais le mot silence. Alors je lui ai demandé, où est-ce qu'il est le mot silence? Alors je lui ai demandé de faire une saisie d'écran. Et ce que vous voyez qui est enfermé dans les vases qui sont là, qui sont au nombre de 6, que vous pouvez voir là. Je reviens là. Je pensais que j'avais une image en plus, mais elle a disparu. Ce sont les sonogrammes du mot silence que j'ai. Le sonogramme du mot silence ressemble à une sorte de vase. Mais à l'intérieur de ce vase, c'est comme s'il y avait comme dans une poupée gigogne, vous savez. Il y a d'autres figures à l'intérieur. Et ça correspond au timbre de votre voix. Alors, ce qui est décomposé et ce qui est réalisé dans les vases en verre, c'est le sonogramme qui est réalisé de la corde à piano qui est torsalée, qui
qui est maintenu sur une tige verticale et qui est roulé dans de la cristopalite. Cristopalite, c'est un sable extrêmement fin qui imite le givre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir. Non, on ne peut pas les voir. Là, par exemple, on voit le dessous de la table. Alors, j'aime beaucoup, pour certaines œuvres, de donner la liste des matériaux utilisés. Là, par exemple, c'est acier, verre, corde à piano, sable, gouttes de verre, carbone et poudre de tonnerre. Le tonnerre, c'est pas la faute, c'est le tonnerre, T-O-N-E-R. Et alors, en fait, ça c'est le début, ça je tiens toujours à ce que ce soit écrit sur les cartels. C'est-à-dire, quand j'ai cherché à donner une forme au silence, je me suis dit j'ai de souligner les expériences de pensée que j'avais pu faire. Et les expériences de pensée, par exemple, vous pouvez le faire tous quand il y a en été, quand il y a un orage. Entre le moment où le paysage s'éclaire soudainement par l'apparition de la lumière, après, il faut un certain temps pour que le cas de la foudre arrive. Et alors là, dans cette expérience, eh bien, il me semble qu'on fait quelque chose qui est de l'ordre d'une attente qui est un peu un espace de silence. En tout cas, on se prépare à l'arrivée de quelque chose qui va remplir l'espace par le son. Alors, cette œuvre, par exemple, Objet de silence, elle est accompagnée d'une série de 20 dessins qui sont figurés là. C'est d'ailleurs la photo a été prise à la Fondation Mann, et qui sont des dessins qui accompagnent cette œuvre. Mais cette œuvre, elle va avoir 3 versions différentes. La version suivante, elle s'appelle Silent Listen. Silent Listen, c'est avec silent en anglais, et avec les mêmes lettres, listen, écoutez, silence. Alors là, l'œuvre, elle a été déployée dans l'espace sous forme d'une installation, ce que j'appelle du dessin dans l'espace, où là, les sonogrammes, ils sont suspendus au plafond, tendus sur des câbles, et puis reliés au sol par des champs magnétiques qui traversent des vases qui eux-mêmes sont perforés et qui viennent s'enrouler sur les 2 bras d'un diapason. Alors le diapason, il va prendre un rôle très important dans le travail. Et vous allez comprendre pourquoi après. Et alors, par exemple, cette œuvre-là, ça c'est une photo qui a été prise dans la salle Marc Chagall à la Fondation Mann. Cette œuvre, elle s'appelle Antichambre, et c'est la 3e version des sculptures de silence. Elle est très grande, elle tourne sur elle-même à la vitesse d'1 tour en 2 minutes. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, ça c'est pour vous montrer comment l'œuvre, qui est entièrement faite en 10. Le sonogramme, c'est des lignes côte à côte comme ça. Alors, quand j'ai vu le sonogramme, je me suis dit, bah, tiens, chaque ligne, ça va devenir le diamètre d'un cercle. Et j'ai fait découper dans du plexiglas semi-miroir. C'est-à-dire que ce que l'on voit quand l'œuvre est exposée, qui tourne comme un grand lustre sur elle-même, c'est à la fois les ombres portées sur le mur, mais en même temps les reflets qui sont provoqués par l'interception que la sculpture produit, qui intercepte le rayon de lumière et qui produit cet effet de tous ces disques qui semblent s'envoler. Là, vous allez voir dans le film que je vais vous montrer là, après. Ça, c'est encore une vue de l'œuvre en train de tourner sur elle-même. Et puis là, je vais vous faire passer les flux. Voilà. Alors, cette œuvre-là, ça c'est la première fois que je l'ai montrée. Elle était à la Saline Royale précédente. C'est une œuvre qui a longue. Qui a mis 3-4 ans à fabriquer, mais par contre, dès que j'ai eu l'idée, après ça a été très très rapide, ça s'est fait en 2 mois. Et elle a été entièrement réalisée avant de être cette forme métallique, entièrement réalisée en bois, carton, papier, tout ça, de façon à ce que, moi quand je fais appel à un assistant, il n'a aucune liberté, il doit simplement solidifier l'œuvre, la rendre pérenne. Alors là, on la voit tourner, et alors elle est extrêmement spectaculaire. Je crois que c'est une des œuvres les plus spectaculaires que j'ai faites. Et surtout, elle est véritablement en relation avec l'espace qui l'entoure. Alors là, je peux même aussi citer une chose, c'est parmi les choses qui m'ont énormément marqué. Dans mon adolescence de jeune artiste avant de monter aux Beaux-Arts, j'avais visité le musée d'art moderne, une exposition sur le Bauhaus.
Et j'avais vu l'œuvre de Laszlo Molinari, vous savez, le dispositif, je crois qu'il s'appelle modulateur, lumière, espace-temps. Alors ça, cette œuvre-là, quand j'ai vu, c'est qu'il y avait des œuvres aussi extraordinaires. Et alors, vous voyez, par exemple, ça ne m'a pas influencé tout de suite, mais je sais que dans cette œuvre, j'ai une certaine dette envers Laszlo Molinari. Et j'ai aussi des dettes très grandes envers les artistes russes. Alors c'est intéressant, on va parler maintenant des artistes russes dans une période où d'autres se manifestent par l'horreur de leurs actions. Mais pour moi, les artistes russes, entre 1915, quand Malevich fait le carré noir, et 1921, où Staline fait ce qu'on appelle le retour à l'ordre en imposant le réalisme socialiste, ces artistes, ils inventent toute l'esthétique du XXe et du XXIe siècle. C'est absolument extraordinaire ce que ces artistes ont fait. Mon préféré d'ailleurs, c'est Elisevski. Alors on voit par exemple là l'œuvre, elle tourne et en fait elle ne cesse de se déployer en conséquence. Alors ça c'est souvent la façon dont je procède, c'est-à-dire qu'il y a l'idée, la maquette, ensuite il y a la réalisation, et puis après des fois il y a des tableaux qui viennent après. Alors ça par exemple c'est une série de tableaux, et ça m'a été inspiré d'une chose qui est chez Proust, où il parle d'une danseuse et qui change comment dire, tout en dansant, elle change de couleur en tournant sur elle-même par l'effet de la lumière. Et moi mon idée c'était de considérer que mon œuvre tourne sur elle-même, si je l'imaginais qu'elle était entièrement en cristal, si je la faisais tourner, ça fonctionnerait un petit peu, vous savez, comme un prisme. Quand on fait tourner un prisme, on fait rouge, violet, ensuite ça devient bleu, et puis après ça devient... on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors les tableaux, ils ont été imaginés comme un travail où la couleur se libère complètement du réalisme et devient un propos spécifique. Ça, c'est une autre œuvre de ce même ensemble. Celle-ci s'appelle Vert vert. Ça, c'est un autre ensemble d'œuvres. Alors, celle-ci, cet ensemble d'œuvres, elles font partie de ce que j'appelle la mémoire du vent. Je vais aller un peu plus vite. Il y en a encore beaucoup. Un cil de verre est placé à l'extrémité d'une plante, d'une feuille, d'une herbe, et cet appareil, il consiste en une boîte de pétri, c'est ce qu'on voit en noir, voilà, une boîte utilisée en biologie, enduite de noir de fumée, et lorsque je me promène, je choisis une plante, et j'attends que le vent la fasse bouger, et lorsque je fixe donc le cil de verre, on voit d'ailleurs en dessous, là, on va voir une sorte de petite... C'est une aiguille qui se prolonge par un cil de verre. Et en fait, là, vous allez voir à quelle vitesse à ce coup elle va terminer son dessin. Alors ça, par exemple, j'ai commencé à faire ça. Là, les choses que je vous montre, ça ne fonctionne pas de manière linéaire. C'est comme un tuilage. C'est-à-dire que ça, par exemple, les premières captures que j'ai faites des dessins du vent, c'est 1999. Et vous allez tout de suite voir après comment l'enchaînement de ces œuvres vont se faire, où, vous voyez par exemple là, l'artiste, le dessinateur, il devient, il s'efface d'une certaine façon, c'est la nature qui fait le dessin, qui fait son propre portrait. Et alors par exemple, voilà, le dessin que j'obtiens, c'est ça. Alors ensuite, il est collecté. Ça fait partie de ces œuvres, ça s'appelle des dessins collectés. Ils sont en très grand nombre. Par exemple, ça a été collecté dans un jardin qui est à Menton. À un moment, je faisais une expo dans le musée Jean Cocteau. Et alors, j'avais fait toute une série de 40 collectes comme ça. Et puis un jour, alors que j'étais au je ne comprenais absolument pas ce qui se passait, je me retourne et je vois ce dessin. C'est possible, on dirait un Jean Cocteau. Alors ça fait partie des hasards. Hein. Hasard, intuition, inconscient, là c'est le hasard qui fonctionne. Mais si vous voulez, ce qui m'intéresse là, c'est que moi je ne suis pas un scientifique. C'est-à-dire que je suis avant tout
artiste et plasticien. C'est-à-dire que moi, mon travail de création, là, c'est que j'enregistre quelque chose dans lequel je n'interviens absolument pas. Hein, c'est complètement objectif. Par contre, qu'est-ce que je fais à un moment, c'est que j'arrête. J'arrête au moment où je dis, ah là, ça devient intéressant, mais il ne faut pas qu'il y en ait plus. Et puis la deuxième chose que je fais, c'est que je l'oriente quand je l'expose, par exemple. Alors l'orientation joue un rôle très important. Parce que ça, si je le retourne, par exemple, vous ne verriez même pas la figure. Voilà. Et alors ensuite, ça par exemple, alors, tous les endroits, il y a à peu près 7-8 endroits dans le monde. Ça a commencé en France, ensuite ça a été continué en Suisse, au Canada, au Maroc, en Inde, en Iran, au Mexique, et là c'est au Canada, dans un jardin qui s'appelle Jardin de 4 vents, qui est près de Bessarco. Alors ensuite ces œuvres, voilà par exemple ça c'est le portfolio qui réunit un choix de dessins faits par le vent depuis 1999, qui a été l'occasion d'un livre que j'ai réalisé avec le poète Renaud Ego, pour lequel nous avons eu l'honneur d'avoir un prix du livre d'artiste qui a été décerné par la VHDP, qui s'appelle le prix Arcane. Voilà. Et puis alors ensuite, les œuvres, je les scanne. Elles deviennent des gogos. Les gogos, ils sont installés dans des projecteurs. Comme on voit là dans la partie supérieure, on voit au plafond alors, le gogo, le dessin il fait 10 cm, le gogo il réduit le dessin à 3 cm, mais en projection il peut faire un dessin qui fait 4-5 mètres de haut. Et l'intérêt de ça, c'est que je peux transporter une grande exposition dans ma poche. Hein, les projecteurs, ils sont en dessous dans l'avion, et puis dans ma poche, j'ai mon exposition. Alors ça me plaisait infiniment. C'est pas sans rapport avec les fameuses sculptures de voyage de celui dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Ça, c'est des installations de dessins de lumière, de dessins comme ça. Ça, c'est la Biennale de Busan, en Corée. Alors ça, après, alors voilà, ça, c'est une succession d'œuvres très différentes. Ça, c'est une série qui s'appelle À la poursuite des nuages. Et là, il s'agit de se placer face au paysage. J'ai mon atelier dans le Jura. Et je commence à une certaine heure. Par exemple, là, c'est un détail. À gauche, on voit, sur le montant vertical gauche, on voit 17h20, 17h30, 17h45, 17h50, 53, 55. En fait, ce que je dessine, c'est le trajet que j'observe des nuages à la ligne d'horizon, sur la ligne d'horizon. Et c'est entièrement dessiné au pinceau. Et en fait, je fais une sorte de relevé comme ça, très rapide. Et puis quand j'arrive au bout de ligne, je reviens à la marque et j'inscris l'heure qui est de nouveau. Alors l'idée, c'est de faire quelque chose, de pas un paysage de ciel, mais un récit du ciel. Et ça m'a été inspiré en fait par le scribe égyptien. Et si on regarde le scribe, on se dit qu'est-ce qu'il y a à faire? Et moi, je me suis proposé de faire une expérience de pensée, mais qu'est-ce qu'il fait bien? Est-ce qu'il est en train de noter quelque chose? Et puis en fait, il est en train de voir la dictée de quelque chose qu'il voit. La dictée, c'est pas quelque chose qu'on dit, c'est quelque chose qu'on peut dire aussi en dessinant, on prend la dictée de ce qu'on voit. Alors ces dessins, ils sont en un certain nombre. Et puis, alors, une autre de mes passions, vous avez pu le voir, d'ailleurs dans l'œuvre qui s'appelait Les intérêts, c'est lié à la passion, c'est l'astronomie, l'astrophysique, parce que l'espace, c'est un mot qu'on partage entre astrophysicien et artiste. L'évolution de l'espace, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, il y en a des multiples dans la peinture. Hein. L'espace symbolique, l'espace cubiste, l'espace de l'abstraction, et puis il y en a tellement d'autres. Et alors, l'espace dans l'astrophysique, c'est très intéressant parce que les concepts d'astrophysique, ils contiennent des idées absolument géniales, comme par exemple décalage vers le rouge. Alors, pour les astrophysiciens, le rouge, c'est pas comme on les peint, c'est pas une couleur chaude, c'est peut-être une couleur froide. La couleur la plus chaude dans l'astrophysique qu'on observe dans les étoiles, c'est la couleur bleue. Ça, c'est aussi notre ensemble d'œuvres qui sont un autre titre qui s'appelle Pierre retournée. Toujours la série Cadastre. Ça c'est un ensemble d'œuvres très particulier qui est un peu un clin d'œil de nouveau à mes œuvres des années 70,
70, j'étais en train de préparer une œuvre. Vous allez voir que c'est ça qui va me demander un peu plus de temps pour en parler. J'étais littéralement en panne. Et je n'arrivais pas à trouver cette solution de faire cette œuvre dont le titre est Chambre d'écho. Et elle a commencé en 2012 et en 2015, j'étais persuadé que je ne trouverais pas la solution pour la terminer. Et un jour, j'étais en salle d'attente de l'aéroport de Nice, et puis je surplombais la salle d'embarquement. Et j'ai fait 5 photos. Et ces 5 photos, en les regardant dans mon atelier quelques temps après, je me suis dit, c'est intéressant ce qui se passe dans ces photos et dans cet espace. C'est-à-dire qu'en fait, cette salle d'attente dans les aéroports, c'est un lieu absolument passionnant. D'ailleurs, sur le plan spatial, c'est une beauté. Moi, je suis fasciné par ces lieux. Parce que ce sont des lieux d'attente. Et pour moi, l'atelier, souvent j'ai dit, l'atelier, c'est une métaphore du lieu de la panne. C'est le lieu dans lequel on essaye de réparer quelque chose ou de mettre en marche quelque chose qui ne marche pas. Et alors, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi pas faire une série d'œuvres? Alors j'ai fait 36 tableaux. Je ne vais pas vous les monter les 36. Et alors ces tableaux, en fait, c'est une manière pour moi de parler de qu'est-ce que c'est que cet espace d'attente. Et en même temps, ça m'a permis de faire toute une série d'œuvres dans lesquelles j'ai assouvi ma passion pour les artistes russes. Et ces œuvres sont totalement composées comme des abstractions. Moi, même si donne l'aspect d'un réalisme, c'est en fait totalement abstrait. C'est fait par la construction de l'assemblage, la superposition de plusieurs documents qui me permettent de composer le tableau. Alors, les artistes auxquels j'ai fait référence déjà tout à l'heure, c'est les artistes russes, notamment Lissitsky, qui, dans ses œuvres, qui étaient à la fois des sculptures, des peintures, des photographies, il disait que ce qu'il faisait, c'est des espaces prônes. Prône, ça veut dire espace intermédiaire. Espace intermédiaire entre quoi et quoi? C'est-à-dire que c'est les artistes russes, à un moment, quand ce qu'ils font, qui nous a tellement marqué sur un plan formel, eux, ils sont dans une ambition, c'est-à-dire que là, c'est terminé. Il s'agit de changer le monde. Et en fait, dans cette idée de continuer de faire de l'art, c'est de faire quelque chose qui s'avance vers quelque chose qui est le futur du rôle de l'art dans la société. C'est-à-dire que l'espace prône, quand on fait des peintures, des sculptures, c'est un moment intermédiaire en attendant la grande révolution qui sera celle de la conscience et du rôle qu'ont les humains. C'est pas seulement la révolution au sens politique, c'est une révolution d'ordre philosophique. Mais sur le plan formel, ces artistes russes, ils sont prodigieux. Alors, par exemple, là, c'est une œuvre que j'ai faite d'après une photo que j'avais faite dans une salle d'embarquement, justement à Busan, en Corée, où j'ai passé une nuit à déambuler dans l'aéroport vide. Et il y avait toutes ces glaces qui reflétaient ce temps qui est marqué par les horloges et qui était une manière pour moi d'introduire des notions à la fois spatiales et temporelles dans des œuvres qui sont beaucoup plus... Alors là, on va rentrer dans l'œuvre qui s'appelle Chambre d'écho, 2012-2017, je me suis trompé sur la date. Et alors ce dessin, en fait, il part d'une intuition qui est liée aussi à une expérience de pensée. Parce que j'ai essayé de reconstituer quel était le moment d'origine de mon travail. À quel moment ma sensibilité s'est formée. Et en fait, à force de chercher, un jour, je me suis souvenu d'une chose qui était un souvenir d'enfance. Ma mère n'était pas, mais en même temps, elle pratiquait l'instrument de la guitare. Et un jour, sur la table, il y avait un diapason. Et tout enfant, j'ai pris le diapason, elle m'a demandé, mais quoi ça sert? Elle a fait résonner le diapason, elle me l'a montré. Elle est arrivée dans mon champ visuel, et là, elle est sortie du champ visuel. Et puis, ensuite, elle a fait résonner, et on l'a posé sur tous les objets qui étaient autour. En métal, en verre, des couteaux, des fourchettes, des assiettes, la table. Et à chaque fois, c'était la même note, c'est là, mais c'est pas le même timbre. Et dans mon souvenir, c'était pas le même son. Et en fait, c'est là où j'ai identifié le moment le plus ancien où s'est formé dans mon travail mental en tant qu'artiste, ma sensibilité synesthésique qui explique toujours l'écoute et la vision. Cette chose-là, elle m'a été d'une certaine manière rendue sensible
sensible et évidente, c'est en regardant les œuvres de Piero da Francesca. Si vous regardez ce type d'œuvres, ces œuvres extraordinaires, au bout d'un moment, vous apercevez que vous êtes plus seulement en train de regarder, vous rentrez dans une phase où vous commencez à écouter ce que l'œuvre mutique a à vous dire. Et vous savez, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, ce que l'on ne peut dire, on peut le montrer. Et en fait, c'est ça ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de retrouver ce moment d'origine en le comparant au phénomène que l'on peut observer lorsqu'on est en montagne, on fait l'expérience de l'écho. On crie et on attend le temps de retour. Et pour moi, le rémanent de ce souvenir très ancien, ce souvenir que je viens d'écrire en détail, là, qui a mis plus de 50 ans à revenir, c'est ça que j'ai essayé de matérialiser dans un dispositif spatial. Mais il avait été précédé avant par une série de dessins qui s'appelle Réserves inaccessibles, qui sont des dessins qui sont scarifiés sur du carbone et ensuite enduits de pigments non fixés, et où on peut voir comment le pigment il rend visible le dessin, et en même temps il le déborde par l'effet de la poussière qui n'est pas fixée. Alors ça montre un peu, par exemple, Chambre d'Igo, c'est l'œuvre sur le plan matériel. J'ai dit c'est la plus longue, 7 ans en réalisation. Ça, c'est les dessins que j'ai faits en 2015, quand j'ai pensé que je n'arriverais pas à trouver la solution. Et puis après est arrivé le fait de faire une rencontre très particulière qui a été un moment très particulier que nous avons tous vécu. C'était le moment où, vous savez, il y a eu cet attentat de Bataclan. J'étais complètement en panne pour la réalisation de cette œuvre. Et un des étudiants que j'avais au Beaux-Arts à Paris est décédé dans cet atroce massacre. Et il y a eu une cérémonie qui était dans la chapelle des Beaux-Arts à Paris. Et moi, je me trouve devant le livre d'or. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux écrire? Enfin, ça, c'est une chose terrible. Il m'est revenu cette phrase de René Char. Et cette phrase, c'est celle-ci. Les yeux seuls sont encore capables de poser un cri. Alors cette phrase, écoutez, je ne sais pas comment vous percevez ce qui se passe en ce moment, mais moi cette phrase elle me revient en permanence, cette phrase de René Char, qu'il a écrit pendant la guerre. Quand il était résistant, René Char disait, moi je fais de la poésie, pas avec des poèmes, en écrivant, je fais de la poésie avec un fusil à la main, lutter contre la barbarie nazie. C'est-à-dire qu'à un moment, le poète, il fait recours à la violence pour mettre fin à l'abjection. Et alors, il assiste sous ses yeux avec ses camarades à l'assassinat par les Allemands de leur camarade, le poète Roger Bernard, qui font sortir de chez lui et qui le fusillent. Et eux, ils sont planqués dans un grenier d'une maison de ce village et ils disent, on ne peut pas laisser faire ça, il faut qu'on intervienne. Et René Char dit, non, si on intervient, ce n'est pas une personne qui passe, c'est tout le village qui sera rasé. Vous imaginez ce que ça veut dire, voir un ami disparaître sous ses yeux comme ça. Il rentre chez lui et il écrit cette phrase. Les yeux seuls sont encore capables de pousser un cri. Alors pourquoi est-ce que je l'ai intégré dans mon travail? Parce que dans une œuvre, ce qui rend, c'est plus la rendre. C'est pas la cohérence, mais qui va lui donner une plus grande richesse d'interprétation. C'était moi qui cherchais le souvenir le plus ancien d'un moment d'émerveillement où je découvre la sonorité de l'espace qui est traduit dans le temps par ce souvenir de cette audition du son, mais en même temps c'était tout ça qu'on était en écoute dans le coquillage, tu tends l'oreille, tu écouteras la mer. J'étais persuadé que je l'entendais au fond. Alors la phrase là, elle est introduite dans la partie arrière de l'œuvre, qui est composée de 3 parties. Cette partie-là, cabane, s'appelle le lustre sonore. Elle évoque beaucoup les constructions, vous savez, des remontantes. Il y a une roue qui ne tourne pas, mais qui relie les différentes parties de l'œuvre, un petit peu comme si c'était un fil d'Ariane, qui traverse le tableau, que vous allez voir là. Ça, c'est le dos du tableau. Et alors,
le tableau, je l'ai appelé le rideau de patience. Et derrière, ce sont des objets de mémoire. Et parmi ces objets de mémoire, il y a cette phrase qui tourne sur elle-même. Selon, quand on passe devant, on déplace l'air. Et alors, le système de ces phrases, qui est répétée plusieurs fois, découpées dans le miroir, fait que la lumière va venir projeter, c'est ce que vous allez voir là. Alors là, c'est une vue d'atelier, là, c'est au moment où j'ai fait l'œuvre. Et alors là, c'est un commandeur, c'est un petit ventilateur que finalement j'ai enlevé pour simplifier les choses. Des fois, j'enlève tout ce qui est les mécanismes pour laisser fonctionner le hasard plus fortement. Bon, je vais essayer d'aller vite. Alors ça, c'est une autre série d'œuvres plus récente qui s'appelle Point de rosée. Alors, les dessins, voilà. Alors, Point de rosée, c'est une construction dont le fonctionnement imaginaire est de capter la rosée. Alors cette œuvre est entièrement faite, suspendue par des filins en transparent. Et alors voilà, ça c'est les dessins qui accompagnent avant, après l'œuvre. C'est fait de la ville en côté Chine, avec des collages de fils d'or et des inclusions de mica. Ça c'est les tableaux qui suivent, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis on va arriver à cette œuvre qui s'appelle, qui est en relation avec celle qu'on a vue précédemment, Chambre et dépôt, celle qui s'appelle En secrètement. Au milieu de cette œuvre, il y a un dispositif avec une phrase du philosophe Jean-Luc Nancy qui dit ceci: l'étrange mémoire de ce qui ne s'est jamais déposé dans un souvenir. Et en fait, cette œuvre, elle est aussi, l'œuvre, elle tourne sur elle-même, elle rend perceptible le mouvement de la phrase qui tourne sur elle-même un peu comme un moulin à prière et qui, quand je vais pas raconter, et puis alors là par exemple, c'est une autre série d'œuvres, ce sont des tableaux, j'appelle ça anagrammes. Alors le tableau par exemple, anagramme, celui-ci, il reprend une phrase, la phrase de Jean-Luc Nancy que je viens de dire, hein. L'étrange mémoire de ce qui ne s'est jamais déposé dans un souvenir, ça devient celle-ci: jamais mirage et souvenir ne durent dans ce que dépose le fou. Alors, naturellement, la phrase, vous la voyez, elle n'est pas perceptible, puisqu'elle est traduite en point braille. Et alors, les deux phrases sont superposées. Et alors, le principe, ça c'est une autre phrase de Léonard de Vinci, celle-ci, c'est: ce qui n'a pas de limite ne peut être représenté. Qui donne l'anagramme suivant: mère secrète, pensée, appelée inquiétude. Alors ça fait partie des choses qui sont liées à ce que je disais. Ah oui, donc ça c'est un détail pour vous montrer comment c'est fait. Le tableau, il fait une hauteur de 150 par 114 de large, 4 cm. Et alors, il y a une partie du texte qui est fait perforée dans la surface du tableau, dans lequel j'ai inclus des petits cônes qui permettent d'avoir comme si on avait des entonnoirs, et puis l'anagramme, il est fait en rouge, peint par-dessus. Ça, c'est un autre anagramme, c'est la phrase onde gravitationnelle qui devient les vents d'orage lointains. Et ça, c'est un ensemble d'œuvres aussi que j'ai fait après qui s'appelle Prémonition de l'avalanche. Je vais aller assez vite, ça. C'est des dessins qui ont été faits juste avant le Covid. Une époque où, je suppose un peu comme tout le monde, on est tous obsédés de voir les glaciers disparaître. Et alors, c'est ma conscience écologique est assez limitée, mais il y a une phrase que c'est l'œuvre qui s'appelle Prémonition de l'avalanche. Ça reprend un titre d'un tableau de Salvador Dali qui s'appelle Prémonition de la guerre civile, qui est un tableau qu'il a fait en 1936, avant la guerre d'Espagne, extraordinaire. Et moi, c'est mon rapport à la nature, c'est comme ça. Là, c'est une autre série d'œuvres qui s'appelle Migrateur partiel. Et là, le protocole, c'est d'utiliser un seul instrument pour dessiner, c'est une plume d'oiseau, qui me sert à faire les points, les lignes, et puis en même temps, la partie dufteuse de la plume me permet de faire la partie laiteuse de ces œuvres, alors qui sont, je ne sais plus combien, il y en a 15, quinzaine, et qui constituent une série,
qui est regroupé entièrement sous ce même titre. Et là, on va arriver à la fin. Ouf. C'est. Enfin, ouf. Je suis absolument désolé, je ne vais pas plus le temps. C'est une série qui s'appelle Lumière fossile. Alors là, c'est retour à l'enfance, littéralement. Dans le Jura, où j'ai mon atelier, dans le vignoble, là, quand j'étais enfant, je collectais ce qu'on appelle des pâtes à crime. Ce sont ces petits fossiles qui font 4-5 mm de diamètre et qui sont fossiles d'un animal marin qui a disparu il y a 200 millions d'années. 200 millions d'années. Alors, les œuvres, elles sont faites avec de la corde à piano soudée sur lesquelles je colle aux intersections ces pâtes à crime. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans cet ensemble d'œuvres, ça affirme cet intérêt que j'ai dans tout mon travail, qui est un travail principalement lié à l'espace, comme sont les arts plastiques, le dessin, la peinture, on dit art de l'espace. La musique, la littérature, la poésie, c'est l'art du temps. Bon. Moi, dans tout mon travail, le temps, il apparaît sous forme de la lumière, des phénomènes, l'onde, la mémoire, mais aussi dans l'énoncé des chiffres. Ce que j'aime beaucoup dans l'astrophysique, c'est les nombres qui sont énoncés. Alors, 200 millions d'années, c'est rien. À côté, si on compare à 13 milliards d'années, qui est la date d'origine de l'univers, le Big Bang, 13 milliards de 200 millions. Par contre, quand j'expose les œuvres, je tiens beaucoup au cartel, je fais toujours que le cartel soit bien marqué en dessous. Alors, c'est Lumière fossile, la date, 2018, corde à piano soudée, avec collage de pâte à crime, entre parenthèses, fossile datant de 200 millions d'années. Alors, la date de l'œuvre qui s'associe à la date des composants de l'œuvre, ça me plaît énormément. Parce que si vous voulez, encore une fois, l'expérience de pensée, il y a des tas de gens qui passent devant ces œuvres, ils ne savent même pas. Par contre, quand je leur dis comment c'est fait, avec quoi c'est fait, là, il y a un mouvement de recul. Et souvent, on recule, c'est le début d'une expérience de pensée à dire qu'est-ce que ça veut dire 200 millions d'années? Alors, il y a aussi une chose qui est à l'origine un peu de tout mon intérêt sur l'astrophysique. C'est une phrase qui a été vue sur toutes les vitrines en mai 68 dans Paris, dans tout le quartier, là, depuis les Beaux-Arts jusqu'à la Sorbonne. Il y a cet artiste qui s'appelle Piotr Kowalski, qui est un artiste absolument extraordinaire. Il avait fait une affiche sur laquelle était écrit « Ceci se déplace à 29 km/s » et en dessous, par rapport au Soleil. Quand je déambulais dans les rues de Paris, à un moment des événements de 68, je tombe un jour sur cette affiche. Qu'est-ce que c'est? Qui a cherché dessus? Et je suppose que vous savez ce que c'est. Eh bien, c'est la vitesse de la Terre en ce moment. En ce moment, dans notre amphithéâtre, là, nous nous déplaçons à 29 km/s par rapport au Soleil. Et dans 6 mois, à cette vitesse, on sera de l'autre côté du Soleil. Ça, c'est une des plus belles démonstrations de montrer à quel point la science, parce que là, Kowalski fait un rédimètre scientifique, et surtout, c'est qu'il exprime une idée absolument extraordinaire. Et il suffit de s'énoncer cette phrase-là quand on regarde un paysage, et je vous assure, quand on reste dans le jour, chaque fois, elle reviendra. Parce qu'elle est littéralement révolutionnaire. Voilà. Et je termine sur cette phrase. Quand on prend l'instrument longtemps, plus longtemps, on va obtenir un son. Et ce son, il va produire un sinusoïde. Plus la note est aiguë, plus le sinusoïde va être extrêmement court, fin. Plus elle est large, plus elle va être large. Et en fait, ce qu'a fait Piero La Francesca dans ce tableau, c'est que tous les éléments qui composent la position des âmes dans l'architecture, la position du colosse et la colosse auquel est attaché le Christ, les personnages, le tableau qui est divisé à un certain endroit, qui est à côté, il y a 3 personnes
qui semble, d'un côté on a une sorte de violence physique, et de l'autre on a le harcèlement moral, littéralement. Et en fait, qu'est-ce qui est à comprendre dans ce tableau? Eh bien, c'est ce que disait d'ailleurs Nicolas Poussin, disait que l'art de la peinture, c'est l'art du silence. Et c'est-à-dire que le silence, c'est vraiment ce qui spécifie la peinture, c'est-à-dire que la peinture, elle n'a rien d'autre à dire que quelque chose qu'elle nous montre. Mais ce qu'on a à comprendre, c'est à fabriquer le récit. Ce récit, il est multiple. Et ce qui, moi, me passionne, si vous voulez, c'est que dans le silence, et d'ailleurs, vous allez voir comment je vais revenir encore à citer Marcel Duchamp, dans l'entretien qu'il avait fait avec Pierre Charbonnier, quand moi j'ai écouté sur Internet, absolument passionnant. Pierre Charbonnier, à un moment, lui dit, mais au fond, Marcel Duchamp, l'ultime rédimède, est-ce que ce ne serait pas le silence? Et Marcel, il prend un temps d'inflexion, il dit, ah oui, c'est vrai. Le silence, c'est effectivement l'ultime rédimède. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que le silence, ça va plus vite que la lumière. Alors ça c'est le génie du personnage. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est totalement faux sur un, mais ça ouvre quelque chose dans l'esprit, exactement comme dans la poésie ou dans la poésie japonaise, il y a l'haiku ou la haikai, je sais pas comment on dit. C'est-à-dire que certaines formulations ouvrent des choses dans la pensée qui sont, c'est ça véritablement ce qui spécifie à la fois la poésie et l'art. C'est quelque chose qu'on ne possède pas. C'est quelque chose dont on fait l'expérience d'une manière fugitive, momentanée, éphémère. Et là, ce qui est assez aberrant, c'est de voir la richesse qui est associée à cette idée de ces œuvres, souvent d'extraordinaire médiocrité, qui sont au marché de l'art sommaire. Alors qu'en fait, le message de l'œuvre d'art, ce n'est pas de la posséder comme une valeur marchande, c'est ce qu'elle porte en germe, c'est presque dire de futur. Alors, j'aurais une question qui est assez triviale, mais ça m'intéresse tout de même. Je vois que vous avez fait de l'hyperréalisme, c'est quelque chose qui est très méticuleux. Ensuite, je vois que dans toutes vos œuvres, vous avez beaucoup de précision. Et je me demandais comment vous éprouviez plaisir à faire quelque chose qui demande autant de temps, autant d'énergie, autant de précision, qui doit certainement être laborieux pendant chaque expérience de faire. Est-ce que c'est l'obsession de, à tout prix, correspondre à l'idée sans caler? Est-ce que c'est autre chose? Je vais beaucoup cette question parce qu'effectivement, vous savez, quand j'ai fait le PowerPoint, c'est-à-dire que je suis obligé de revenir sur des choses que j'ai fait il y a très longtemps. Et en fait, je me demande qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait que ça. Et alors, c'était mon ami Jacques Monory. Un jour, il demandait, mais déjà, comment, qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce que tu as fait comme peintre? Et il répondait à un truc qui était très direct, c'est bon qu'à ça. Je suis bon qu'à ça. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, c'est un jour d'ailleurs, je ne sais plus, c'est le magazine littéraire ou le journal littéraire qui avait posé la question à des étudiants, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Qu'est-ce qui a motivé votre vocation d'écrivain? Et Jean-Christophe Bailly avait répondu une chose, c'est comme si j'avais tiré un fil d'une pelote. En fait, j'ai tiré la pelote, j'arrête pas de tirer la pelote, en fait, ça vient comme ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'à un moment, et d'ailleurs des fois très longtemps après, les moments dans lesquels je ressens le plus de plaisir, de jouissance, à voir ce que j'ai fait, c'est que je n'aurais jamais imaginé faire ça. Parce que j'ai été conduit à ça, par le processus qui a été enclenché. La création, ce n'est pas donné comme quelque chose qui arrive, c'est pour ça que j'ai des choses de vous avez dit, mais non, c'est pas donné comme ça, c'est juste la qualité principale d'un artiste, c'est la patience. C'est-à-dire que à partir du moment où vous
pensez qu'il y a quelque chose qui vous manque dans ce que vous vivez, et que vous avez besoin de le construire ou de l'inventer, et que vous avez compris une chose aussi, c'est je sais pas, moi, quand je regarde certaines expositions, j'envie la vie de ces artistes, à faire ce qu'ils ont fait. Mais le problème, c'est que si vous prenez ça comme un modèle, vous ne ferez jamais une œuvre. Ce qu'il faut, c'est reprendre tout à la base. Il faut vivre. Et cette vie, elle passe par des choses qui vous rencontrez des œuvres. Moi, je sais que j'ai enseigné le dessin, et je sais enseigner le dessin en sens très classique, littéraire. Mais en fait, l'art n'est pas lié au savoir. L'art, c'est quelque chose qui s'écrit toujours dans la main. Là, on n'a pas encore mis les pieds. Et je me souviens, c'était une chose une question qui avait été posée à un ami peintre, qui s'appelle Jean-Michel Meurice. Il dit, mais qu'est-ce que vous voudriez faire? Et il répondit, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais ce que je veux m'empêcher de faire. M'empêcher de faire, c'est ce qui me précède. C'est la chose la plus difficile. C'est-à-dire, c'est renoncer à la culture pour rentrer dans quelque chose qui va rendre opérant la culture. Et si vous n'avez pas cette expérience d'oubli de ce qui vous a précédé, c'est-à-dire d'être dans quelque chose qui va. Au fond, ça n'a jamais été fait. Et ça, c'est encore une fois, je fais un éloge permanent dans ces deux champs. Je disais, si ça a été fait, ça n'a aucun intérêt de la répéter. Si ça n'a pas été fait, ça vaut le coup d'essayer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais ça s'est développé parce qu'au fond aussi, j'ai rencontré et j'ai créé les circonstances pour ne pas m'éloigner de ce que je sentais comme étant le plus riche de potentialité de vie. Alors, la vie de l'atelier, vous savez, d'ailleurs, avec l'atelier, la background, c'est réalité. Et alors ça, c'est qu'on fait autre chose dans l'atelier. On construit quelque chose, mais qui remplace la vie. Alors c'est de l'ordre de la pensée, hein, c'est une expérience de pensée. Alors c'est comme le fameux livre Voyage autour de ma chambre, qui est un livre, je ne sais pas comment ça s'appelle, et alors c'est l'idée qu'en fait, c'est pas l'espace, c'est l'expérience qui se fait dans le vécu de la contrainte que l'on. Sa vie de l'Est. Sa vie de l'Est, bravo. Voilà, et alors, moi, si vous voulez, et puis aussi, c'est l'autre chose que c'est renouveler les outils avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que si je faisais la liste de tous les trucs que j'ai pu utiliser, c'est incroyable. Et puis, il y a un moment, quand je faisais mes dessins à la plume, pendant des années, il n'y avait plus qu'une plume, avec des plumes en atome, il y avait un bâton de Chine, et puis il y avait un diapason. Ce diapason, cet objet, il me plaisait, c'est tout. Et le diapason, si vous voulez, dans le temps, il a joué le rôle de levier, un peu c'est-à-dire faire décocher le dessin, le dessin il est décoché par un coup de marteau. Et l'association d'idées, marteau, choc, donc percussion, choc égale son. Et après, je dis, si on pense le son trivial de marteau, c'est ça. Par contre, si c'est interprétation, c'est résonance, c'est harmonie. Alors en fait, le développement mental, c'est en suivant les propriétés physiques des éléments sur lesquels on se penche. C'est-à-dire le son, il relie toutes les choses entre elles. On est en permanence dans l'espace, mais ce qui relie les choses, c'est l'air qui forme le son. Donc moi, par exemple, l'imaginaire, il est basé sur le fait que j'ai un certain nombre d'éléments obsessionnels, que j'ai retenus comme des trucs que je reviens sans arrêt, mais je ne reviens pas de la même façon. Et surtout, c'est que je reviens en dessinant chaque fois que j'ai une nouvelle idée, je la dessine. Je la date, et je l'informe éventuellement de quelques petites réflexions autour. Et en fait, c'est sur la durée. Si je vous montrais des carnets, par exemple, vous verrez que depuis des années et des années, ça fait tout un ensemble de choses que je n'ai jamais exposées d'ailleurs, mais qui est l'échafaudage de l'œuvre qui se déploie dans le temps. Et alors surtout, c'est que c'est pas basé sur quelque chose que l'on prévoit. C'est pour ça que je disais que le plaisir, c'est d'être amené à faire quelque chose auquel on ne s'attend pas et on se dit, ah ben, j'aurais jamais imaginé faire ça. Et c'est pour ça aussi, et maintenant je vais peut-être que je réfléchisse,
à ce que je dis. Des fois, mon travail n'a pas encore commencé. Je fais un travail dans lequel j'essaie d'être attentif à une phrase de Picasso, je ne cherche pas, je trouve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met dans la position, on se programme mentalement, c'est-à-dire qu'on est dans l'attente, on attend quelque chose. Alors ce retour à la nature, il est complètement séparé de toute préoccupation écologique, bien que je suis sensible comme tout le monde à tout ça. Et puis, mais c'est, si vous voulez, ce qui est formidable, c'est que dans la nature, il y a des énergies, il y a des forces de la nature, elle fonctionne sur des protocoles que l'on voit tous les jours. Alors, voilà, c'est se brancher sur des choses qui ne sont surtout pas le fait que l'humain disparaîtrait de ça. Parce que par exemple, il y a des choses qui sont trop liées aux nouvelles technologies. Alors, il y a des trucs qui sont formidables et tout. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand on sent que ce que l'on voit, il a été incorporé par un individu et restitué par... Parce que quand je dis que c'est la nature qui fait son contraire, moi je sais par exemple le rôle que j'ai là-dedans. C'est quand je me promène. Il y a un rapport au temps, attendre le jour, il y a du vent par exemple. Et puis des fois c'est très très décevant. La boîte tombe par terre, elle se casse. Et alors il y a tout cet aspect de la vie dans lequel elle prend de une autobiographie, mais dont je ne parle pas au sens, je ne raconte pas, je suis tombé là. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit c'est très curieux, j'entendais une émission aujourd'hui sur Marcel Proust, ce matin, à l'émission de philosophie sur Consulture, et là justement, c'était Marcel Proust, lui, particulièrement il ne parlait pas de ce qu'il disait, il disait l'œuvre d'art, la littérature, c'est parler d'un autre moi que lui-même. Et en fait, moi, c'est ça que je cherche. Je ne cherche pas à exprimer ce que moi je ressens, je cherche à découvrir l'autre que je suis et que j'ai peut-être pas encore. C'est pour ça que je dis, et c'est pas du tout une boutade, sauf qu'effectivement le temps de notre vie et la dignité, mon travail n'a pas commencé, il n'a pas encore commencé. Il a commencé, mais je ne sais pas, pourquoi je formule souvent cette phrase-là. Je suis toujours en train de me dire, il y a quelque chose qui va venir. Et d'ailleurs, on va terminer là-dessus, je vais vous dire ce qu'il dit à propos de ce que je viens de dire. Si donc, c'est le bouquin qui s'appelle Le processus créatif de Marcel Proust, publié par L'échoppe. Alors voilà ce qu'il dit. Si donc nous accordons les attributs d'un médium à l'artiste, nous devons alors lui refuser la faculté d'être pleinement conscient sur le plan esthétique de ce qu'il fait ou pourquoi il le fait. Toutes ces décisions dans l'exécution artistique de l'œuvre restent dans le domaine de l'intuition et ne peuvent être traduites en une self-analyse, parlée ou écrite ou même pensée.